Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, donc je vous ai prévu petite évaluation orale pour cet après-midi parce que c'est vrai que vous n'avez pas de colle. Donc c'était l'occasion de faire une petite colle. Je vous ai mis ici un petit bilan de compétences pour peut-être agrandir. Donc regardez, c'est un bilan de compétences pour la cinétique. Donc si on fait une colle de type argumentation-dialogue, vous avez ici une petite liste des compétences, donc comme vous avez déjà eu en optique et puis en chimie. Ça vous permet de voir un petit peu. Et c'est pas une colle, Linda, c'est une évaluation orale, donc ça fait partie du cursus. Je ne parle pas allemand, Lucie, donc je ne comprends pas. Donc vous avez ici une petite liste qui vous récapitule les différentes compétences qui peuvent être évaluées sur ce type d'exercice. Donc c'est intéressant en cinétique de voir comment vous arrivez à formuler un problème, de choisir un peu la technique qui sert à évaluer l'ordre d'une réaction. Il faut bien relier les mesures à la partie théorique, donc vous avez des lois théoriques. Kiki, je vous ai envoyé un mail d'ailleurs, ce serait bien, plutôt que de faire des hypothèses, de m'envoyer votre devoir sous forme d'un seul document PDF. Vous demandez aux autres, ils savent faire. Donc pour la suite des compétences, lisez bien ça parce que vous l'aurez, hein, donc ça permet de faire une liste. Et globalement, oui, Kiki, moi je l'ai vu. Voilà, donc vous avez la liste des compétences, je vous enverrai ça, comme ça vous regarderez à tête reposée. Et effectivement, vous l'aviez deviné, c'était juste un poisson d'avril. Donc comme on ne peut pas se coller des poissons dans le dos, on le fait de façon virtuelle. Voilà, mais vous m'avez démasqué trop vite. Je vous propose de continuer sur la partie feuille d'exercice. Non, c'est vrai. Alors, petit sondage. Qui y a cru? Est-ce que vous pouvez me faire une petite réponse Attendez, j'ai une option sondage que j'ai jamais utilisée. Alors, ce sera l'occasion d'utiliser une fonctionnalité. Alors, je connecte. Voilà. Et donc, vous pouvez répondre au sondage. Ça me donne l'occasion de tester l'option sondage. Bon, alors, les 18 qui répondent pas. Ça marche, hein? Bon, je ne sais pas si on entend sourire. Il paraît qu'on entend sourire, c'est vrai ça. Mais effectivement, je rigolais. Bon, je suis très contente si vous êtes majoritaire, enfin si vous êtes une majorité à y avoir cru. J'ai bien réussi mon coup, hein. Ah, bon, on est un peu sérieux? Bon, alors il y en a 5 qui répondent pas. Hop. Vous voyez les réponses? Ah oui, ça y est, on voit les réponses s'afficher. Ok. Bon, c'est pas mal la fonction sondage, sauf que c'est en live, donc je suis obligée de le faire en même temps. Je peux pas le prévoir à l'avance. Donc on va plutôt garder le format QCM comme ce que je vous envoie de temps en temps. On a perdu, voilà, il y en a qui se déconnectent. La connexion est peut-être pas très bonne aujourd'hui parce qu'en début de séance, ça s'est déconnecté pour moi aussi. Donc si vous m'entendez plus d'un coup, c'est pas un poisson d'avril, hein, c'est juste que j'ai une mauvaise connexion. Allez, on va poursuivre sur la partie correction de la feuille sur le premier principe. Donc il nous restait à voir un exercice, c'était l'exercice sur le congélateur, le dernier. Donc le temps que ça s'affiche. C'est un exercice ouvert sur le congélateur. Voilà. Bon, vous le recadrez comme vous voulez. Ah, je ne comprends pas. Sur mon écran, j'ai deux trucs qui s'affichent. Ah, ça y est, c'est juste un petit retard. Donc, vous le recadrez pour voir à peu près clair. Et donc, on va juste donner ici plus des pistes de réflexion qu'une solution détaillée.
Donc c'est un sujet ouvert, hein. Généralement, c'est le type de sujet que vous n'aimez pas. Et c'est normal, personne n'aime les sujets ouverts. Et surtout, il faut savoir comment poser le problème. Alors, question d'Enzo, quand est-ce que je vais refaire un quiz? Eh ben, quand il sera prêt, hein. Donc bientôt peut-être. Mais je pense que c'est un bon petit exercice pour vous auto-évaluer. Ça remplace les petits QCM Plickers. Donc je finis le chapitre entropie et je vous prévoirai un petit quiz sur le premier et le second principe. Donc, pour l'exercice 5, donc on imagine qu'on a un congélateur et qu'il y a une panne d'électricité. Et la question qu'il s'agit de traiter, c'est au bout de combien de temps est-on obligé de jeter le contenu du congélateur? Donc dans l'énoncé, déjà, il n'y a rien de physique. On ne vous parle pas de grandeur comme le travail, l'énergie ou autre. C'est vraiment un sujet vie courante. Donc, il faut déjà traduire la condition en termes plus physiques. Donc, quelle est la condition pour devoir jeter le contenu du congélateur? Et ensuite, essayer de modéliser le système et les échanges thermiques. Donc déjà, pour la condition, attendez, je zoome. Donc on modélise le système comme d'habitude. Donc le système qu'on va choisir, c'est le congélateur. C'est typiquement un système complexe, puisque déjà l'appareil est compliqué, et ensuite il peut être plein de différents ingrédients divers et variés. Donc sur un sujet ouvert, l'objectif c'est toujours de simplifier au maximum. Donc prendre vraiment au plus simple, mais même si c'est très basique, hein. Bon, dans le congélateur, il y a quoi? Des gros glaçons. Peu importe si c'est un glaçon de poisson, comme aujourd'hui, ou un glaçon de carottes râpées ou je ne sais quoi. Marqué au congélateur, c'est pas terrible les carottes râpées, oubliez les carottes. Le plus simple, c'est de considérer qu'on a essentiellement de l'eau sous forme de glace au congélateur. Ok? Donc on oublie les arêtes du poisson et on simplifie l'intérieur du congélateur. On suppose que c'est de la glace avec une certaine masse M. L'appareil, il est initialement, quand la panne débute, à la température normale du congélateur, donc moins 18 degrés. C'est donc notre état initial. Et on va laisser évoluer le système à l'intérieur de la cuisine. Et il faut déjà savoir à quel moment on va devoir jeter le contenu. Donc déjà bien définir l'état final. Est-ce que l'état final, ce sera tout a complètement fondu ou quelque chose a commencé à fondre? Donc, dès que ça commence à fondre, il faut jeter. Vous savez qu'il ne faut pas recongeler quelque chose qui est dégelé. Donc, l'état final, c'est pas quand tout a fondu, c'est quand ça commence juste à fondre. Autrement dit, quand on va atteindre la température de fusion de l'eau, c'est-à-dire 0 degré. Donc, la transformation, si on retraduit ça en termes vocabulaire qu'on connaît, c'est un changement de température de la température initiale, moins 18 degrés, à la température finale, la température de fusion, donc 0 degré Celsius, pour un système qui ne change pas d'état, donc qui reste sous forme solide. Dès qu'il commence à fondre, c'est fini, il faut jeter ce qui est à l'intérieur du congélateur. Donc ça, c'est cette première étape, cette partie qu'on vient de faire ici, c'est la partie qu'on appelle appropriation. C'est-à-dire vous retrouvez des conditions à partir d'un énoncé qui est juste en français, et vous schématisez la transformation. Donc déjà, rien que la première étape qui est là, vous avez juste un schéma, un vilain schéma avec deux petits ronds et puis un détail de ce qui est à l'intérieur. Déjà ça, c'est un bon début. Et quand vous faites ça à l'oral des concours, c'est déjà une bonne piste de réflexion. C'est ce qu'il y a à l'oral de l'agro. Alors, ça peut être des sujets ouverts plus ou moins difficiles, mais souvent, la difficulté, ce qu'on observe, c'est que les candidats, pendant le temps de préparation qui est court, ils n'arrivent pas même à faire la partie appropriation, ce qui est pourtant le seul point de départ possible, hein. Si vous ne savez pas poser le problème, vous ne saurez pas le résoudre non plus. Donc, à ce stade, on a posé un problème. Maintenant, on va chercher à y répondre. Donc, toujours pareil, de l'hypothèse la plus simple possible à une hypothèse plus compliquée. Ce système, les seuls échanges d'énergie qu'il a avec l'extérieur, ce serait un échange thermique avec une puissance thermique que j'ai appelée PTH. L'indice TH, c'est juste pour dire que c'est thermique, qui va de l'extérieur vers l'intérieur. C'est une transformation monotherme. La température de la cuisine, on la suppose constante.
Température de la cuisine, je l'ai appelée ici T0. Donc, l'hypothèse la plus simple, c'est déjà de supposer que cette puissance thermique est une constante. Donc, cette puissance thermique, on ne va pas chiffrer encore, hein, mais juste, on indique que c'est une constante. Donc, si on la considère constante, donc j'ai pris une valeur pifométrique de 10 watts, mais ça peut être une valeur numérique qui est demandée. On peut demander par exemple quelle est la puissance moyenne de fonctionnement d'un congélateur. Est-ce que c'est 10 watts, 50 watts, 100 watts? Ça dépend de beaucoup de choses, hein. Ça dépend déjà du congélateur, si c'est un petit ou un gros congélateur. Là, c'est pas indiqué. Donc là, on la suppose juste constante et j'ai gardé 10 watts donc, du pifomètre pour une éventuelle application numérique. Dans ce cas-là, on applique le premier principe. Le premier principe, il est ici. Pour le système congélateur, la variation d'énergie interne est égale au transfert thermique. Et le transfert thermique, c'est la puissance fois le temps qu'on cherche. On cherche au bout de combien de temps la transformation sera finie. Donc, si la puissance est constante, on va avoir ici simplement delta U qui s'exprime comme masse fois capacité thermique fois variation de température, ici, c'est égal à la puissance fois delta T. Et on isole delta T. Et l'application numérique, ça suppose qu'on connaisse des valeurs numériques. Donc, les températures, c'est facile. Pour la masse, c'est à vous de proposer une masse. Hein. Les congélateurs, il y a le petit congélateur et le gros congélateur. Donc, effectivement, la durée qu'on va avoir, ça dépend de la masse qui est à l'intérieur. Et la capacité thermique de la glace, ça, c'est une valeur qu'on ne peut pas deviner. Mais sur les sujets ouverts, vous pouvez avoir des tables de données numériques qui vous sont fournies ou vous demandez les données numériques. C'est quelque chose qu'on peut trouver facilement, cette donnée numérique. Et du coup, ça nous fait une application numérique. Donc, pour une puissance de 10 watts, c'est-à-dire pas grand-chose, j'ai trouvé en gros une dizaine d'heures. Si on change la puissance, forcément, ça va aussi changer directement cet intervalle de temps. Donc ça, c'était l'hypothèse la plus simple. Et on peut ensuite essayer de voir comment affiner cette hypothèse. Donc là, on se rappelle le cours sur la résistance thermique. On a vu que la puissance thermique, elle est proportionnelle à l'écart de température pour un transfert par conduction. Et là, c'est bien un transfert par conduction qui va se faire. Ça va se faire à travers les parois du congélateur. Donc, on affine le modèle et on reprend le modèle qui était dans les exercices, l'exercice 3 et l'exercice 4, où vous aviez une puissance par conduction thermique. Cette fois-ci, la puissance par conduction, donc elle s'appelle toujours PTH, hein, c'est toujours la puissance reçue par le système. Hein, et je l'exprime sous forme d'une constante petit a fois l'écart de température T0 moins T. Donc, au niveau des signes, pour ce problème-là, cette puissance thermique est bien positive, c'est bien l'extérieur qui fournit de l'énergie au congélateur. La différence par rapport au cas précédent, c'est que cette puissance n'est pas constante, puisque T0 est constante. En revanche, T, la température du congélateur, va augmenter au cours du temps. Donc, ça complique légèrement le modèle. On va faire un bilan thermique, et ça rejoint ce qui a été fait dans l'exercice 3. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé hier une feuille complémentaire avec 2 exercices, dont un où il faut refaire un petit peu la démarche de l'exercice 3. Donc ça, ce serait bien pour vérifier que vous avez compris la démarche, de vérifier que vous pouvez faire en autonomie les 2 exos que je vous ai envoyés hier. Donc cette puissance thermique, je l'exprime comme ça. Je fais un bilan pendant un intervalle de temps dt, c'est-à-dire pendant un petit intervalle de temps. Donc, par rapport à l'hypothèse 1, on change d'échelle. Hypothèse 1, j'étais directement à l'échelle macroscopique. Hypothèse 2, je commence par l'échelle mésoscopique, donc du égale delta Q, et ensuite, je vais intégrer. Donc, du, c'est toujours mc fois dt, ici, et delta Q, c'est toujours la puissance fois dt, et ici, ça va se traduire comme ça. On a 2 façons de résoudre le problème. Soit on sépare les variables et on intègre, c'est ce que j'ai fait dans le corrigé. Soit on fait apparaître l'équation différentielle, c'est-à-dire un dt sur un dt, grand T en haut, petit t en bas. Et dans tous les cas, on arrive à une expression théorique de la température en fonction du temps.
Donc, c'est la même équation différentielle que d'habitude et on peut en déduire ici le delta T à condition d'avoir des valeurs numériques. Donc, pour les valeurs numériques, on peut aller chercher différentes indications sur, par exemple, la conductance thermique d'un congélateur. Donc, petit a ici, vu comme il est posé, c'est l'inverse de la résistance thermique de l'objet. Donc, on pourra aller chercher des valeurs de conductance thermique de congélateur qui vont dépendre d'un certain nombre de paramètres. Donc, ça dépend déjà de la taille du congélateur, en priorité de la taille du congélateur. C'est clair que pour un gros congélateur, on va avoir une valeur plus élevée. Et ça dépend aussi de la qualité d'isolation. Ils vont être plus ou moins isolés. Sur les appareils de ce type-là, vous avez des catégories, vous savez, A, A+, A+++ maintenant, qui relient la consommation électrique de l'objet avec son efficacité. Donc les catégories A, A+, A+++, ça veut dire qu'ils consomment peu d'énergie. S'ils consomment peu d'énergie, ça veut dire qu'ils sont bien isolés du milieu extérieur. Ça dépend également de la quantité d'ingrédients qui est à l'intérieur. Un congélateur vide ou plein, ça change la masse et donc ça va changer forcément les valeurs numériques qu'on a là-dedans. Donc un congélateur, un bon gros congélateur bien plein, on va pouvoir le laisser sans alimentation électrique un peu plus longtemps parce qu'on a une grosse inertie de l'ensemble. Pour la même quantité d'énergie qui arrive dans le congélateur, on va avoir une plus petite élévation de température de la masse qui est à l'intérieur si la masse est plus grande. Voilà. Est-ce que vous avez tout compris? Non, je reformule ma question. Est-ce que certains veulent des précisions sur ce qu'on vient de voir? Une fois, deux fois? Alors, on en a fini donc pour cette feuille. Pour les exercices que je vous ai distribués hier, que je vous ai fait passer hier, je propose de voir ça plutôt à la fin de la semaine, donc vendredi. Comme ça, vous avez le temps de les regarder, de vérifier que vous savez poser notamment l'exercice sur la bouteille thermo. Bien poser l'exercice avec un petit schéma et des échanges thermiques. Quelle est l'hypothèse 2? L'hypothèse 2, c'est que la puissance n'est pas constante. Hypothèse 1, Alexandre, c'est puissance constante. Donc, c'était un forfait que j'avais attribué à 10 watts. Et hypothèse 2, c'est celle qui est ici. Voilà. La puissance dépend de la température. La puissance est proportionnelle à l'écart de température. Et la température du congélateur n'étant pas constante, la puissance n'est donc pas constante. Donc, c'est une hypothèse un peu plus complexe. Par contre, c'est l'hypothèse qui est la plus fréquente aussi. Ça fait plein de fois qu'on a vu l'expression d'une puissance sous forme d'une constante fois un écart de température. Donc, c'est valable dès que c'est un transfert thermique par conduction. Et ça ne marche pas pour la convection, c'est-à-dire quand on touille. En clair, ça ne marche pas quand vous ouvrez la porte du congélateur. Donc là, c'est plus de la conduction. Et ça ne marche pas non plus avec le rayonnement. Normalement, un congélateur, c'est quand même bien opaque, c'est pas transparent. Alors, on poursuit sur le chapitre de l'entropie. Voilà, donc quelques instants pour que ça s'affiche. Ça va venir, vous inquiétez pas. Donc, il nous reste à voir la fin du chapitre. À ce stade, vous avez déjà l'essentiel, c'est-à-dire comment calculer les choses qu'on vous demande en pratique, à savoir les variations d'entropie. Alors, normalement, ça devrait s'afficher avec le bon format, sauf que moi, ça s'affiche bizarre. Bon, c'est pas trop déformé chez vous? Non, apparemment non. Si, c'est un peu déformé. Zoomer éventuellement pour recadrer, parce que ça ne s'affiche pas tout à fait avec une page complète. Enfin, en tout cas, moi, sur ma tablette, c'est pas la page complète qui s'affiche. Donc ça, c'est la partie, on va dire, alimentaire du cours, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut appliquer pendant les exercices. Alors, donc ça, c'est les exemples qu'on a vus. Alors, attendez, que je me retrouve. Oui. Non, c'était ça la conclusion pratique. Excusez-moi, je m'étais trompée.
Alors, ça, c'est dans ce qu'on a vu et on finit par les diagrammes thermodynamiques. Donc, on a déjà vu les diagrammes de Clapeyron dans le cadre du chapitre sur le premier principe. Le diagramme de Clapeyron, ça permet de relier le diagramme au travail reçu par le système pendant la transformation. Alors, tout d'abord, on va généraliser un petit peu les grandeurs et on va parler de grandeurs conjuguées. Donc, en thermodynamique, les grandeurs qu'on utilise, donc la pression, volume, température, etc., elles montent souvent par deux. Et par deux, ça veut dire qu'il y a une intensive associée à une extensive. Dans ce cas-là, on parle de grandeur conjuguée. On a déjà vu des grandeurs conjuguées, mais je ne vous ai pas donné le mot conjugué, c'est les grandeurs conjuguées mécaniques. Donc, grandeur conjuguée mécanique, c'est la pression et le volume. Donc ces deux-là font la paire. La pression, c'est une grandeur intensive, le volume, une grandeur extensive. C'est les deux grandeurs qui intervenaient dans le diagramme de Clapeyron. On traçait la pression en fonction du volume. On va avoir des grandeurs qui sont conjuguées aussi, qu'on appelle grandeur conjuguée, mais thermique. Et c'est l'association de la grandeur entropie à la grandeur température. Donc les deux là, entropie, température, on les appelle grandeurs conjuguées thermiques. S, c'est une grandeur extensive et T, c'est une grandeur intensive. D'ailleurs, j'ai inversé les deux. Enfin, je vois que ça serait mieux d'écrire T, S, parce que dans le cas PV, j'ai mis en premier la grandeur intensive et dans le cas ST, j'ai mis en premier la grandeur extensive. Donc, elles sont dans le désordre. Ces grandeurs conjuguées, ce qu'on voit, c'est que le produit de deux grandeurs conjuguées est homogène à une énergie. Donc ici, quand on multiplie une pression par un volume, on obtient une énergie. Donc une énergie, c'est P fois V. Et quand on multiplie une entropie et une température, on obtient aussi une énergie. Donc vous avez les unités ici. Pression fois volume, si vous voulez avoir des joules à l'arrivée, il faut multiplier des pascals par des mètres cubes. Et au niveau de l'entropie, on a vu qu'elle s'exprime directement en joules par Kelvin. Si vous multipliez par des Kelvin, vous avez donc des joules. Ça veut dire qu'il y aura certaines expressions en thermodynamique, celles qu'on a vues cette année et celles que vous verrez l'an prochain. Il y aura par exemple du P fois du dV. L'an prochain, vous verrez aussi du V fois du dP, ici. Nous, on a vu T fois ds. L'an prochain, vous verrez aussi S fois dt. C'est-à-dire que le T, il n'est pas forcément toujours au même endroit. Par contre, que ce soit P ou que ce soit dP, ça a la même dimension. Ça, c'est important. Le truc et le détruc, la différence entre les deux, c'est juste une question d'échelle. Mais truc et détruc ont la même dimension. V et dV, c'est un volume dans les deux cas. Et donc le D, vous pouvez le mettre où vous voulez. Enfin, non, on pourra le trouver à plusieurs endroits, mais ce sera toujours un panachage de deux grandeurs conjuguées. Et vous n'aurez jamais ce genre de choses, c'est-à-dire un panachage avec du S multiplié par du V, donc ça, jamais. Et vous n'aurez jamais ce genre de choses, c'est-à-dire P fois ds. Pareil, on ne peut pas envisager du dt. Voilà. Bon, je n'écris pas très bien. Hein. Ce n'est pas le confort absolu. Vous n'aurez jamais du V fois dt, par exemple. Ça n'arrive jamais, ça va paraître. Ça, si vous le voyez arriver, hop, c'est faux. Parce que c'est des grandeurs qui ne vont pas ensemble. Et c'est homogène à rien. Donc, grandeur conjuguée, on retient le produit des deux, c'est une énergie. Quel rapport? Alors, on va tracer des diagrammes en thermodynamique avec une grandeur conjuguée, enfin les deux grandeurs conjuguées, une en abscisse, une en ordonnée. Et on a déjà vu les diagrammes de Clapeyron. On les a vus à deux reprises, on les a vus dans le cours sur les changements d'état, avec la courbe en cloche. Et on les a vus aussi, ces diagrammes de Clapeyron, dans le chapitre premier principe précédent. Alors, petit rappel, le diagramme de Clapeyron ne peut être tracé que pour une transformation infiniment lente du point de vue mécanique, c'est-à-dire qu'il faut avoir la pression à chaque instant. Sinon, un diagramme de Clapeyron, on ne sait pas faire. Et dans ce cas-là, le travail W reçu par le système
va être égal en valeur absolue à l'air sous la courbe. C'est plus l'air. C'est plus l'air si le volume diminue. Ça, c'est parce que je vous rappelle que pour le travail élémentaire, on a dW, c'est égal à moins P, la pression, fois dV. Donc, plus PDV, c'est le petit morceau d'air en dessous de la courbe, la petite tranche, hein, et moins PDV, c'est l'opposé. Si le volume diminue, dV est négatif, et donc W, pardon, et je recommence parce que j'ai mixé les V et les W. Donc, si le volume diminue, dV, c'est négatif, et donc W est supérieur à 0 parce qu'il y a un signe moins dans la formule ici. L'expression delta W, c'est en toute rigueur moins P extérieur. Et on a P extérieur égale P pour une transformation infiniment lente. Et je vois que c'est un delta W hein, ici, c'est mal fait. Bon, j'efface. Donc ici, c'est un delta W. Bon, c'est de pire en pire, donc j'efface tout. Hop. Je n'ai pas le super équipement stylet de certains de mes collègues qui sont équipés d'iPad Pro. Voilà, j'attends Noël prochain. Et donc pour W, si au contraire on a un volume qui augmente, voilà, dans ce cas-là, W est négatif et le travail, c'est moins la surface sous la courbe qui représente la transformation. Si on a une transformation cyclique, ça tourne en rond, donc la courbe est une courbe fermée, et W, c'est plus ou moins l'air du cycle, l'air à l'intérieur du cycle, c'est plus si le cycle est décrit dans le sens anti-horaire, inverse des aiguilles d'une montre, et c'est moins si c'est décrit dans le sens horaire, c'est-à-dire si le cycle est moteur. Et il y a une erreur de signe qui vient de copier-coller. Voilà, ici. Allez, à vous de me dire où est l'erreur de signe. Tic, tac, tic, tac. Bon, ça y est, je vous ai perdu. Vous voulez que je sonne la cloche pour vous réveiller? Alors, W inférieur à 0, oui, la première ligne ou la deuxième ligne? Non, c'est W inférieur à 0 pour un cycle moteur. Donc, c'est ici qu'on a un inférieur à 0. Donc, c'est la deuxième ligne, vous corrigez. Cycle moteur, W est négatif. Et donc, encore une fois, merci au copier-coller. Donc ça, c'est des rappels. On va maintenant changer de variable et passer aux variables dites thermiques. Donc, quand on a affaire à des variables thermiques, le diagramme s'appelle un diagramme anthropique. Voilà. Il ne peut être tracé que dans le cadre d'une transformation réversible. Et on peut faire un petit peu un travail analogue. Donc, pour une transformation réversible, on peut exprimer ds qui est égal à delta Q sur T. C'est ce qu'on a utilisé quand on a établi la première identité thermodynamique. Ça, c'est valable uniquement pour une transformation réversible. Dans ce cas-là, on peut isoler delta Q qui est égal à T ds. Donc ça, c'est bien homogène à une énergie. Delta Q, c'est l'énergie thermique reçue pendant le temps d'été. Et l'énergie thermique pour la transformation globale, c'est la somme des petites énergies thermiques. Donc c'est la somme de IAF des delta Q. Et donc c'est égal à la somme de IAF de T ds. D'accord? On a Q qui est égal toujours à la somme des delta Q de IAF. Du coup, je remplace delta Q par T ds et j'obtiens ce qui est encadré ici, qui est donc valable pour une transformation réversible. Donc une intégrale, on a vu que graphiquement, ça pouvait s'interpréter comme une aire sous la courbe. Enfin, on a vu que vous avez dû le voir quand on vous a introduit le concept d'intégrale. Hein. Ça a dû être introduit avec des courbes et puis des aires, des surfaces tracées sous les courbes. Donc si je reporte dans un diagramme en ordonnée la température et en abscisse
l'entropie. À ce moment-là, on va pouvoir faire l'analogie, faire le lien entre la surface sous la courbe et l'énergie thermique. Ici, l'intégrale qui est ici peut être soit positive, soit négative. C'est supérieur à 0 si S augmente et inférieur à 0 si S diminue. D'accord? Donc, moi, je préfère considérer que les R, c'est positif. Le transfert thermique va être égal à plus ou moins l'air sous la courbe qui représente la transformation. Donc, en valeur absolue, le transfert thermique est égal à l'air sous la courbe. Maintenant, pour savoir si c'est le signe plus ou le signe moins, il faut regarder dans quel sens se produit la transformation. Donc, cas numéro 1, si l'entropie augmente effectivement. Donc, si l'entropie augmente effectivement, dans ce cas-là, le transfert thermique est négatif, et c'est la courbe qui est ici, d'accord, qui va avec cette flèche-là. Donc, si au cours de la transformation, l'entropie augmente, à ce moment-là, T fois ds est supérieur à 0, et delta Q est positif, Q est positif. Inversement, si on a un transfert thermique et c'est donc ce sens-là. Donc, si l'entropie diminue au cours de la transformation, deuxième ligne, ça veut dire que la transformation, la courbe, ça va de la droite vers la gauche, l'entropie diminue. Delta Q est négatif, ds est négatif. Ah oui, je rappelle que T, c'est positif. Hein. T, c'est une température en Kelvin, donc c'est forcément positif. Donc le signe de delta Q, c'est le signe de ds. Donc dans le cas de figure qui est ici, donc en bleu, vous avez ds qui est négatif, puisque l'entropie diminue, et donc Q, c'est moins l'air sous la courbe. Donc c'est exactement analogue à ce qu'on a vu pour les transferts mécaniques, le travail. Et pareil, on va faire le point pour une transformation cyclique. Donc pour une transformation cyclique, si je veux représenter le diagramme, il faut encore que le cycle soit réversible. Sinon, on ne peut pas représenter le diagramme entropique. Dans ce cas-là, si c'est un cycle, la courbe qui représente la transformation est une courbe fermée, alors qui n'a pas forcément l'allure d'une patate comme sur mon schéma, hein, mais ça a une allure fermée, et en général, c'est à découper en plusieurs étapes. Donc, peu importe ici les étapes. Et le transfert thermique pour le cycle, c'est relié à la surface à l'intérieur de la courbe, la surface du cycle. Attention au signe là encore. Donc en valeur absolue, le transfert thermique, c'est égal à l'air du cycle. Et par ailleurs, pour un cycle, on va avoir le premier principe qui nous dit... Ah, ça me refait le coup. Alors, pour un cycle, on a delta U qui est égal à 0, qui est égal à W plus Q. D'accord? C'est égal à 0 parce que c'est un cycle. Du coup, le transfert thermique et le travail sont opposés. Donc, si je connais le transfert thermique, je connais le travail. Réciproquement, si je connais le travail, je connais le transfert thermique. Attention au cycle, si le cycle est parcouru dans le sens horaire. Alors, cycle parcouru dans le sens horaire, c'est le premier de la liste. Voilà, c'est celui-ci. On réétablit ce qui a été dit précédemment. Pour la partie qui est dans ce sens-là, l'entropie augmente et donc le transfert thermique est positif pour la partie qui va entre ce point et celui-ci, donc la partie du haut. Et en revanche, pour la partie du cycle où l'entropie diminue, donc c'est la partie de la courbe qui est ici, en rouge. Donc pour cette partie-là, l'entropie diminue, donc le transfert thermique est négatif. Au total, le transfert thermique, c'est égal à... Alors, il y a une erreur de copier-coller, c'est possible. Je finis juste d'expliquer ça. Alors, une erreur de copier-coller, on va dire que c'est assez fréquent même. Donc, je termine le commentaire sur cette courbe. Pour la courbe qui est à gauche.
Donc, pour la partie qui est en bleu, donc partie en bleu, l'entropie, je réponds juste après, je finis ça. Donc, pour l'entropie qui augmente, c'est la partie en bleu. Alors, bon, finalement, trop de questions, on va répondre. Alors, dans le premier chapitre, alors, dans le sens horaire, oui, forcément qu'il y a une erreur de copier-coller. Il y a récepteur et récepteur dans les deux cas. Donc, effectivement, un des deux récepteurs est faux. On y répond juste quand j'aurai fini de trouver ça. Mais bien vu, hein. C'est un copier-coller de trop. Donc, on va avoir pour la partie en bleu, l'entropie augmente, le transfert thermique et l'air sous la courbe en bleu. Pour la partie en rouge, l'entropie diminue, le transfert thermique est sous la courbe en rouge. Au total, le transfert thermique, c'est plus l'air sous la courbe en bleu, moins l'air sous la courbe en rouge. Vu que la courbe en bleu, elle est au-dessus, le transfert thermique est positif dans ce cas-là. Si le transfert thermique est positif, ça veut dire que le travail qui est l'opposé est négatif. Et donc, question à 2 balles, c'est un moteur ou un récepteur? J'attends la première réponse. Hein. Donc, le schéma de... Oui, moteur, Justine, vous avez gagné. Donc ici, c'est un moteur. Donc le premier, c'est moteur. Corrigé, c'est pas récepteur, c'est moteur. J'ose pas l'écrire, moi, ce sera mal écrit. Ça va? Alors maintenant, je m'intéresse à l'autre courbe, donc qui est analogue. Hein. Donc pareil, je vais décomposer ici la transformation cyclique en 2 morceaux. Donc c'est cette courbe-là. Donc on va schématiser la transformation en délimitant l'entropie maximale et l'entropie minimale. Donc là, je viens de reporter le min et le max de l'entropie. Pour la partie où l'entropie augmente, donc je vais le redessiner en bleu, c'est la courbe du dessous. Sur la courbe du dessous, l'entropie augmente. Donc on va avoir un transfert thermique qui va être positif en dessous, qui va être égal à plus l'air qui est en dessous. Pour la partie où l'entropie diminue, voilà, donc cette partie-là, donc celle-ci, on va l'appeler la 2, et l'autre, on va l'appeler la 1. Le transfert thermique pour la partie 2, l'entropie diminue, le transfert thermique est négatif. Donc, le transfert thermique total, je vais plutôt l'écrire là, donc le transfert thermique total, c'est donc Q est égal à plus l'air sous la courbe 1, donc que je vais appeler Q1, moins l'air sous la courbe en rouge, qu'on va appeler Q2. Hop. Alors, on va l'agrandir un peu. Donc, la partie 1, c'est la partie où l'entropie augmente, et la partie 2, c'est la partie où l'entropie diminue. On peut le reporter sur la courbe qui est avant. Donc, la partie 1, pour la courbe qui était avant, ah. Donc, la partie 1, où l'entropie augmente, c'était pour la courbe d'avant. Excusez-moi, je suis en train de cafouiller sur le stylet. Voilà. Alors, la partie 1, c'est donc celle-ci. Ça, c'est la partie 1 qui est au-dessus. Pour cette partie-là, Q est positif. C'est ce que j'ai appelé Q1, c'est plus l'air sous la courbe. Et la partie numéro 2, où l'entropie diminue, oui, c'est cette partie-là. Donc ça, c'est le 2. Donc sous la courbe 2, sous la courbe 2, c'est en valeur absolue le transfert Q2, et il faut le prendre en négatif parce que ça diminue. Donc pour les deux types de courbes, le transfert thermique global, c'est plus Q1 moins Q2. Et donc si je m'intéresse à la courbe numéro 2, vu que la courbe rouge, elle est au-dessus de la courbe bleue, ça veut dire que le transfert thermique, globalement, va être négatif. Le terme négatif l'emporte.
Si le transfert thermique est négatif, ça veut dire que W, c'est l'opposé, c'est Coucou, me revoilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, bah ça s'était déconnecté, hein, désolée. Donc, si vous ne m'entendez plus, c'est qu'il y a un bug. Bon, c'est dommage, j'avais presque fini. Alors, pour terminer, donc vous avez ce petit schéma. On va peut-être recadrer si vous avez décalé. Alors, le petit schéma qui est ici, ça illustre le passage du temps et donc la variation d'entropie quand le temps passe. Donc, c'est une idée tatouage, hein, pour ceux que ça intéresse. Le second principe en thermodynamique, on l'appelle aussi le principe d'évolution. Donc, si on peut relier l'entropie à la flèche du temps, c'est entropie avec un Y because it's in English, hein. On fait du pluridisciplinaire. Donc, au cours du temps, l'entropie universelle augmente et donc le désordre universel augmente, qui est illustré sur le petit tatouage ici. Sur les diagrammes, l'intérêt de ces diagrammes, c'est uniquement si on vous les fournit. À ce moment-là, vous avez la possibilité de calculer le travail et ou le transfert thermique, sachant que c'est le travail pour les diagrammes de Clapeyron, le transfert thermique pour les diagrammes anthropiques. Et quand vous avez un cycle, donc quand c'est une courbe fermée, si vous avez un des deux, vous avez forcément l'autre à condition de changer de signe. Donc la plupart du temps, ces diagrammes sont fournis plutôt pour des transformations cycliques. Et dans ce cas-là, on peut calculer l'aire du cycle qui va donner en valeur absolue à la fois le travail et le transfert thermique. Et après, il s'agit juste de bien réfléchir aux signes. Tout va bien? Vous m'entendez bien? Eh bien, écoutez, on va en profiter et on va juste commencer le chapitre suivant. Donc, le chapitre suivant, ce sera aussi le dernier de thermo. Donc, quelques instants, le temps que ça apparaisse. Là, on va parler des machines thermiques. Alors, ça met très longtemps à charger, hein, donc ça va... Bon, avec un peu de chance, ce sera chargé avant midi. J'ai l'impression que ça ne charge pas. Voilà, bon, ben, on est patient. Quelqu'un veut raconter une histoire drôle en attendant, non? Personne n'a des questions? Oui, bah allez-y, Alix. Vous voulez la poser à l'oral? Si vous voulez parler, il faut demander la parole, hein. Alors, sur la fiche complémentaire de thermo. Oui, mais encore. Donc, j'avais donné 2 exercices sur la fiche complémentaire. Les fuites thermiques, donc l'exercice numéro 2, ça, normalement, vous devez le faire en autonomie parce que
C'est l'occasion pour vous de savoir poser un problème et de savoir poser correctement l'équation différentielle. Et pour l'exercice sur la capacité thermique, là, c'est l'occasion de voir que les capacités thermiques, parfois, ont des valeurs qui dépendent de la température. C'est très drôle, Enzo. Merci de nous occuper pendant ce temps. Bon, je vais voir si le fichier s'est chargé. Non, il ne veut pas se charger. Eh bien, écoutez, bon, ça va être compliqué. Je peux tenter de me déconnecter, de me reconnecter. Voilà, bah écoutez, vous pouvez partager, mais je crois que je vais... Donc, je vous laisse et puis j'essaie de voir si c'est un problème de connexion. Donc, je quitte et je reviens tout de suite, peut-être. Coucou, me revoilà. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, bon, et ben apparemment, ça va marcher. Alors, c'est un peu long, mais j'ai réussi à charger le fichier, ça y est, et là, on l'a à l'écran. Ouais, tout arrive. Bon, donc dernier chapitre de thermo sur les machines thermiques. Ce chapitre, on a l'habitude de dire, c'est le moment où on comprend enfin à quoi sert la thermodynamique. C'est un petit côté très théorique au début parce que c'est des notations différentielles, des équations différentielles. Enfin, c'est un petit côté formalisme mathématique qui peut être pas très digeste, on va dire. Mais finalement, ça a des applications tout à fait pratiques sur des choses que vous voyez tous les jours. On va reparler de congélateur. Alors, au début, on va quand même rester sur des généralités dans ce chapitre. Et donc, on va déjà définir le machin qu'on appellera une machine thermique. Donc, c'est un dispositif dans lequel un fluide subit des transformations cycliques. Et il va échanger de l'énergie thermique avec l'extérieur et de l'énergie mécanique avec l'extérieur. Donc, on va avoir les deux types d'échanges, thermiques et mécaniques. Attention, les échanges thermiques, on va considérer qu'ils ont lieu uniquement avec une source de chaleur. C'est-à-dire que chaque morceau où il y aura un échange thermique, ce sera un morceau monotherme. Mais il y aura plusieurs morceaux successifs dans le cycle. Alors, pour schématiser tout ça, le système, c'est donc un fluide. Pour préciser les choses, le fluide en question, on ne le détaillera pas en sup, mais en pratique, c'est un gaz. Parce que c'est un gaz ou un mélange gaz plus liquide. Pourquoi? Parce que si c'était un liquide, on n'aurait pas de transfert mécanique, puisque c'est supposé isochore. Donc le fluide en pratique, c'est pas n'importe quel fluide, c'est quand même plutôt du gaz pour pouvoir recevoir ou donner du travail. Donc on va avoir un échange de travail par convention, on appelle toujours W dans le sens extérieur vers le système. Et on va avoir en pratique pour les machines qu'on verra, non pas plusieurs sources de chaleur, mais deux sources de chaleur. Une source numéro 1 avec une température T1 et une source numéro 2 avec une température T2. Donc on va avoir ici trois éléments qui vont permettre d'échanger de l'énergie entre le système et l'extérieur. Deux sources de chaleur et ce que j'ai appelé source mécanique ici. Alors j'ai mis source entre guillemets, pourquoi? Parce qu'on aura deux cas de figure, soit le système est un moteur, et dans ce cas-là, ce sera le système la source effective d'énergie mécanique, soit le système est un récepteur, et dans ce cas-là, il faudra un moteur annexe qui va lui fournir du travail. Si vous avez un système qui reçoit du travail, c'est-à-dire que W est positif, ça veut dire qu'à l'extérieur du système, le truc qui lui envoie du travail, ça s'appelle un moteur. Donc, ce n'est pas forcément le moteur qu'on étudie, mais il peut y avoir un moteur à l'extérieur du système. Alors, ça va permettre de réinvestir un petit peu tout ce qu'on a vu dans les chapitres précédents
Plus généralement, on appelle TI la température de la source numéro I. Donc ici, là, il y a une source T1 et une source T2. QI, le transfert thermique fourni par la source numéro I. On va avoir plusieurs cas de figure. Alors, niveau vocabulaire, s'il y a une seule source en tout, on appelle ça une machine monotherme, qu'on va traiter très très vite dans le paragraphe qui va suivre. Et si on a deux sources de chaleur, on aura une machine dite ditherme. Ça veut dire que le fluide va être en contact avec deux sources de chaleur. Et pour tout dire, l'essentiel du chapitre, ce sera ce type de machine. Et en pratique, les machines thermiques, c'est des machines dithermes, donc avec deux sources de chaleur. Donc la notion moteur ou récepteur, ça dépend du signe de W. Et donc, on va parler de moteur thermique si W est négatif ou de récepteur thermique si W est positif. On va juste prendre le temps d'appliquer les principes, les deux principes précédents à ce cas particulier de transformation cyclique. Donc, premier principe, ici, delta U. Voilà. Donc, delta U, c'est la somme W plus tous les transferts thermiques. Donc, j'ai mis des points de suspension ici. Ben, en pratique, il n'y a pas de point de suspension parce qu'en pratique, les sources, il y en a deux. Donc, c'est W plus Q1 plus Q2. Fin de l'histoire. Donc, pour ce type de système qu'on va étudier, le premier principe qu'on va utiliser dans le reste du chapitre va s'écrire sous la forme encadrée, c'est-à-dire 0 égale W plus Q1 plus Q2. Parce que c'est un cycle et donc delta U vaut 0. On a le même état initial et état final. Peu importe le point de départ, n'importe quel point peut servir de point de départ. Et on va avoir successivement plusieurs transformations qui vont s'enchaîner. Mais on revient au point de départ au bout d'un certain nombre de transformations. Typiquement 4. Après le premier principe, on voit le deuxième principe qu'on va voir sous forme d'inégalité. Donc, petit rappel concernant les transformations monothermes. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Si la source numéro I fournit l'énergie thermique plus QI, ça veut dire qu'elle reçoit l'énergie thermique opposée. C'est une manœuvre qu'on a déjà faite, hein, c'est des redites ici. Il y aura juste les numéros qui vont changer. Une source, je rappelle qu'elle est à température constante, donc sa température ne change pas. Et une source subit des transformations réversibles. Donc delta S de la source, c'est moins QI sur TI. Pourquoi le signe moins? C'est juste le sens, parce que QI par convention va vers le système et pas vers la source. Ce qu'on a déjà vu, c'est que QI sur TI, c'est donc l'entropie d'échange entre le système et la source. Et là, c'est dans le sens source vers système. C'est reçu par le système. D'accord? Donc, ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, c'est que pour une transformation monotherme, l'entropie d'échange, c'est Q sur T source. Ben là, le transfert thermique, c'est Q indice I, puisqu'il va y avoir plusieurs étapes différentes. Pour l'étape où on est en contact avec la source I, le transfert thermique, c'est QI. Et la température de la source, c'est TI. Mais c'est une formule que vous avez déjà dans le chapitre précédent. Pour le cycle global, l'entropie d'échange globale, c'est la somme des QI sur TI. D'accord? Avec chaque source, on a une entropie d'échange qui est QI sur TI. Et donc, au total, on va faire la somme des différents termes. Pour un cycle, on a toujours la variation d'une fonction d'état qui vaut 0. Donc, delta S égale 0. Et ça veut dire que l'entropie d'échange et l'entropie de création sont opposées. On a S échange plus S création égale 0, puisque delta S vaut 0. Et donc, l'entropie de création, c'est moins l'entropie d'échange. L'entropie de création, c'est moins Q1 sur T1, moins Q2 sur T2, moins Q3 sur T3 s'il y a une troisième source, mais il n'y en aura pas. Et on préfère avoir une condition avec des signes plus que des signes moins. Donc, par le premier principe, l'entropie de création... Non, pardon, ce n'est pas le premier principe. Je me suis trompée, c'est le second principe. Par le second principe, l'entropie de création ici, c'est supérieur à 0. Donc, moins Q1 sur T1, moins Q2 sur T2, supérieur ou égal à 0.
Et on a l'habitude de le mettre sous forme d'une inégalité avec uniquement des termes positifs, qui s'appelle l'inégalité de Clausius. Donc, Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 plus Q3 sur T3 s'il y en a un troisième, c'est inférieur à 0. Cette inégalité de Clausius, on l'a déjà vue dans le chapitre précédent, mais il y avait une seule source. Et donc, c'était pour une transformation monotherme. On avait Q sur T source était inférieur ou égal à 0. Donc là, c'est à généraliser pour un cycle avec plusieurs sources successives. Le inférieur ou égal à 0 ici, comme d'habitude sur le deuxième principe, il est à distinguer en deux cas. Soit c'est égal à 0, dans ce cas-là, le cycle est réversible, soit c'est strictement négatif, ça veut dire que le cycle est irréversible. Donc, dans le reste du chapitre, on va avoir à utiliser comme outil le premier et le deuxième principe. Le premier principe, ça va être W plus Q1 plus Q2 égale 0. Et le deuxième principe, ça va revenir à avoir l'inégalité de Clausius. Donc, c'est juste une autre forme du deuxième principe. Ce n'est pas une formule nouvelle, hein. C'est juste une façon différente d'écrire le second principe. Le second principe, son énoncé, c'est S création est supérieure ou égale à 0. Traduit dans le cas d'une machine thermique, ça revient à avoir l'inégalité de Clausius. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc, demain, on poursuit ce chapitre et on va peut-être faire les deux exercices. Est-ce que ça vous va si on fait les deux exercices que j'ai donnés hier? Est-ce que vous aurez le temps de les préparer? Vu que je vous ai libéré du temps en ne vous donnant pas l'exercice d'oral. Remarquez, c'était peut-être une bonne idée, le coup de l'oral. Quand j'ai préparé mon petit poisson d'avril, je me suis dit, en fait, si ça se trouve, ils sont hyper sérieux, ils vont être tous enthousiastes à l'idée de faire une colle supplémentaire. Mais en fait, je me faisais des illusions, hein. Comme quoi j'en ai encore. Bon, donc demain, les deux exercices, vous préparez pour demain les deux exercices que j'ai envoyés. Je ne vous envoie pas le corrigé, du coup. Vous essayez de vous débrouiller en autonomie et on en reparle demain en live. Voilà. Bonne journée, bon appétit. À demain.